En tant qu'ancien président d'université, je voudrais élever une protestation solennelle contre la censure de tous les débats sur la Palestine dans les universités françaises. C'est un phénomène typiquement français. Ça ne se passe pas en Belgique, ça ne se passe pas ailleurs. Et nous en avons maintenant l'expérience depuis 3 ans. Le scénario est à peu près toujours le suivant. Les étudiants ou les élèves ou les professeurs de l'université demandent l'autorisation de tenir un débat sur la Palestine. Alors il faut bien faire attention, la demande est toujours venue de l'université. Ce n'est pas Omar Barghouti qui demande au président de l'université de venir faire sa propagande. Non, ce sont les étudiants ou les professeurs ou les élèves qui vont trouver la direction et disent on veut un débat sur la Palestine. Le président ou le directeur, dans un premier temps, dit oui. Pourquoi dit-il oui? Parce que c'est un droit fondamental, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression est un droit fondamental de la démocratie. Ça veut dire que vous laissez les gens parler, même si ça ne vous plaît pas, même si c'est une opinion minoritaire, mais il prend ses responsabilités. Si dans son discours il appelle à la haine raciale, eh bien il sera attaqué, il passera au jugement pour avoir appelé à la haine raciale. Mais vous n'avez pas le droit de l'empêcher de parler parce que vous dites « Ah, tu vas pas », etc. Donc c'est un droit fondamental. À ça s'ajoute une vieille tradition universitaire qui est que les universités considèrent qu'elles sont une communauté, c'est une communauté de débat qui réunit les adultes, c'est une communauté éducative, et l'éducation vient du fait qu'on confronte des opinions. Vous pouvez avoir un débat sur la Palestine, très bien, vous pouvez avoir un débat sur Israël, très bien, vous laissez faire, c'est comme ça qu'on forme les esprits, c'est comme ça que les gens apprennent, et c'est comme ça qu'ils apprennent à réfléchir. Et dans le deuxième temps, arrivent les pressions. En général, elles viennent d'officines, plus ou moins pilotées. Dans le cas de la France, c'est très clair, puisque le CRIF a revendiqué sur son site. Donc, arrivent les pressions. Et les pressions sont sur 2 thèmes. Premièrement, les juifs, étudiants juifs ou professeurs juifs de l'établissement se sentent menacés. Et le deuxième thème, c'est qu'il y a un trouble à l'ordre public qui est possible. Il faut bien voir que ce sont des prédictions auto-réalisatrices. Quand quelqu'un vient vous dire « Attention, il va y avoir des troubles », ben, ça veut dire que, en fait, c'est une invitation aux troubles. Hein. Et d'ailleurs, si vous voyez ce qui se passe dehors en ce moment, vous comprendrez. Alors, pardon? Oh, ben, il y a de la castagne dehors. Hein. Oui. Que maintenant, c'est fini? Bon. Alors maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'on peut résister aux pressions. Un président peut résister aux pressions. Il y a des vigiles dans l'université, et récemment, aux États-Unis, il y a très peu de temps, 3 présidents américains qui ont été dans le même cas. Ils voulaient inviter Ilan Pappé, et ils ont subi des pressions. Ils ont fait une lettre ouverte disant « Nous sommes des présidents d'université, nous sommes responsables, nous avons affaire à des adultes, nous tiendrons le débat parce que c'est la liberté d'expression et parce que ce sont les libertés universitaires. » Alors, pourquoi ça se passe aux États-Unis et pas en France? Eh bien, à vous de voir. Je vous signale qu'en France, on a des autorités de tutelle. Hein, nous avons entendu tout à l'heure que le ministre de l'Enseignement supérieur avait demandé l'interdiction au Conseil d'État. Et l'autonomie des universités, c'est très bien quand il s'agit de les faire payer, mais quand il s'agit de les laisser réfléchir, c'est une autre affaire. Alors maintenant, je voudrais parler des universités palestiniennes et israéliennes. Les universités palestiniennes, je vais aller très vite, vivent essentiellement sous le régime de la répression. Elles ont été fondées contre l'occupant. L'université de Birzeit, la plus importante, était une école de filles et de fil en aiguille, contre la volonté de l'occupant, elle est montée jusqu'au stade où elle est maintenant. Et
elles vivent sous un régime qui est très complet, on vous en parlera, c'est très complet. Par exemple, moi, pourquoi je suis ici? Je suis allé en Palestine en 1992, j'étais président d'université, parce que tout le système éducatif palestinien, depuis la maternelle jusqu'à l'université, avait été fermé pendant 4 ans. Les écoles maternelles, les écoles... Et quand je dis fermé, ça veut dire les portes soudées. Les cours avaient lieu dans des appartements privés. Ça a eu lieu pendant 4 ans. Ça, c'est un exemple. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, il y a toujours ce régime de répression qui est très discret, mais c'est tout un système. Moi qui vous parle, j'ai vu l'université de Birzeit fermée par 3 soldats. Comment on fait? Il y a une route d'accès à l'université, une seule. Vous mettez un checkpoint. Une jeep arrive avec 3 soldats et elle commence à contrôler les gens. Contrôler, ça veut dire 5 minutes sur chaque voiture, on fouille les gens, on ouvre le coffre, etc. Au bout d'une heure, il y a 50 voitures d'un côté, 50 voitures de l'autre. Tous les cours sont foutus, hein. Le prof arrive, il arrive 1 heure en retard, il y a aussi une journée de travail foutue, personne n'en parle. Les équipements. Quand une université palestinienne achète ou commande des équipements, elle paye des impôts dessus. Et en plus, ça passe la sécurité, qui peut prendre un temps infini. L'université israélienne, c'est dispensé d'impôts. Il y a donc tout un système qui est un système véritablement répressif. En ce qui concerne les universités israéliennes, je n'ai qu'un mot à dire, je dirais qu'une seule chose. La communauté européenne est le 2e pourvoyeur de fonds des universités israéliennes. Pour la recherche, oui. Le premier étant l'État israélien. Si donc vous n'êtes pas d'accord avec le fait que le Technion fabrique des drones qui servent à surveiller les populations palestiniennes ou aident à fabriquer des caméras de surveillance le long du mur de séparation, eh bien, sachez bien que c'est votre argent qui va là et que donc vous seriez en droit de vous inquiéter. Alors maintenant, comment faire? Alors, la réponse est naturelle. Hein? Il n'y a pas de violation du droit international aussi avérée et qui dure depuis aussi longtemps que ce qui se passe en ce moment dans les territoires palestiniens. Il n'y a pas, c'est un cas unique, un cas d'école, et donc il faut des sanctions non violentes, très bien. Ces sanctions existent et elles sont légales. L'article 2 de l'article de coopération entre l'Union européenne et Israël prévoit que si Israël ne respecte pas les droits de l'homme, etc., eh bien on suspend tous les accords de coopération et tout cet argent qui afflue dans les universités doit être arrêté. Nous demandons qu'il soit appliqué. Nous ne sommes pas les seuls. Le Parlement européen en 2006 a voté une motion demandant qu'on applique les sanctions prévues. Tout récemment, les chefs de mission diplomatique à Jérusalem ont écrit à l'Union européenne en demandant qu'on cesse d'envoyer de l'argent aux colonies. La communauté européenne ne fait rien, les gouvernements ne font rien. Alors maintenant, maintenant, je ne vous apprendrai pas que l'un des malheurs de l'Europe, c'est que la Commission ne fonctionne pas de manière démocratique. C'est bien ce qui se passe en ce moment sur la Palestine, comme sur l'économie et sur d'autres choses. Il y a un écart important entre ce que font les gouvernements de la Commission et ce que souhaitent les peuples. Bon, il faudra qu'on fasse, peut-être qu'un jour on fera comme Bertolt Brecht, on dissoudra le peuple, mais pour l'instant, c'est un peu difficile. Alors, ces sanctions qui sont légales, que le gouvernement, qui sont disponibles, que nos gouvernements ne veulent pas appliquer, eh bien, ce qui reste aux simples citoyens, c'est de les appliquer lui-même, et c'est ce qu'on appelle le boycott académique et culturel. Alors, sur le boycott académique et culturel, on en reparlera, mais ça veut dire, en gros, alors, attention, hein, c'est un boycott des institutions et non des personnes. Hein. On n'est pas là en train de juger X ou Y, bon, sauf cas avéré, pour savoir ce que pense M. X ou ce que pense M. Y, les relations avec les collègues israéliens qui continuent à être invités, etc. Mais ces projets de coopération,
ces universités qui servent à fabriquer des armes, ces universités qui collaborent avec l'occupation, eh bien, il faut arrêter ça. Et nous disons, nous ne participerons pas à ces projets que d'ailleurs nos gouvernements auraient dû interdire depuis longtemps. Alors, il y a des arguments contre le boycott scientifique et culturel, et vous les entendez, notamment même parmi des gens qui sont sincèrement émus de ces situations-là. Ces arguments sont de deux ordres. Le premier, c'est, eh bien, si vous arrêtez la coopération scientifique, eh bien, c'est très mauvais pour la science, parce que la science vit de l'échange d'idées. Et donc, nous ne parlons pas avec les institutions israéliennes, etc. Vous arrêtez le progrès de la science, et puis finalement, c'est peut-être que des médicaments superbes auraient pu être trouvés, ne le seront pas. Donc, vous interrompez la circulation des idées, et ça, c'est mauvais. Le deuxième argument contre le boycott scientifique et culturel, c'est la science est neutre. La communauté scientifique vit dans son monde, elle est au-dessus ou ailleurs. Hein? La science est neutre, on ne touchera pas, et il faut laisser... il y a une communauté scientifique, il ne faut pas y toucher, et puis ce que font les gens par ailleurs, ça ne nous regarde pas. Alors, la réponse à cela est d'une part, certes, la libre circulation des idées est un droit, c'est même très bien, mais un droit comporte toujours un devoir parallèle. Hein, le droit, si vous avez un droit, eh bien vous êtes aussi obligé de faire en sorte que les autres aient le même. Et les universités palestiniennes n'ont pas ce droit. Ils ne peuvent pas circuler. Les chercheurs palestiniens ne peuvent pas circuler. Ils sont bloqués par les checkpoints, ils doivent traverser Israël pour aller ailleurs, etc. Ce droit est dénié aux universités palestiniennes, et je n'ai jamais entendu dire que l'université israélienne ait protesté là-dessus. Jamais. Donc, on ne peut pas demander un droit si on ne pratique pas le devoir correspondant. Et le deuxième argument, quand on dit la science est neutre, bon, ça, c'est très bien. Si je vous dis, moi, je travaille sur le théorème des fonctions implicites, vous vous en foutez complètement, donc vous pensez, ça c'est neutre. Mais la science, c'est pas ça. Les accords de recherche avec l'Union européenne, c'est pas ça. C'est sur la fabrication, c'est de la technologie, c'est la fabrication d'instruments de surveillance. C'est la fabrication de fibres optiques ou de caméras. C'est la fabrication de drones. C'est même des choses bassement commerciales. Je vous rappelle que Ahava, une grande entreprise de cosmétiques, installée dans les territoires occupés sur le Jourdain, enfin sur la mer Morte, et qui fabrique des cosmétiques, non seulement est installée dans les territoires occupés, mais elle prend la terre et elle la vend. Elle a bénéficié depuis 5 ans de contrats de plusieurs millions d'euros, de contrats de recherche avec l'Union européenne. C'est ça la science qui est neutre. Donc ça, cet argument n'est pas admissible non plus. Alors, sur la pratique, donc, c'est un boycott des institutions et non des personnes. C'est un appel qui a été lancé par une fraction très importante de la société palestinienne. Il y a donc une charte. C'est le PACB, Palestine Appeal for Academic and Cultural Boycott of Israel. Vous le trouverez, déjà très précise, vous la trouverez sur le site de l'organisation que je préside, qui s'appelle l'OURDIP, Association des universitaires pour le respect du droit international en Palestine, AURDIP, vous le googlez sur web, vous trouverez toutes les informations, vous trouverez la charte du PACB, vous trouverez cela. Et quel est l'avenir à ce moment-là? Et je rappelle maintenant la pratique et le rôle de ce boycott scientifique, académique et culturel, hein, c'est d'une part d'interrompre, d'arrêter ce financement européen qui est finalement un financement de l'occupation, et d'autre part de maintenir ouvert un débat que les gens ont souhaité fermer. Hein, les présidents d'université, notre gouvernement essaye qu'il n'y ait pas de débat sur la Palestine. Avec ces actions-là, nous écrivons chaque fois que le Technion, par exemple, veut tenir un meeting, chaque fois qu'il y a un accord de coopération, des militants écrivent au président de l'université, ils protestent et ils disent « Regardez ce que fait le Technion,
regardez ceci, regardez cela, et c'est comme ça que nous tiendrons ouvert un débat que tant de gens essayent de fermer. Voilà, je vous remercie.